Je m'appelle Karen Leland. J'avais 17 ans, quand mon père a décidé que mon avenir ne m'appartenait pas. Aucune de mes filles n'a besoin d'éducation, a dit mon père. Puis, il a déchiré ma lettre d'acceptation à l'université en deux, juste là, à la table du dîner, devant ma grand-mère, mon oncle, et mon frère de 14 ans. Cette lettre représentait tout pour moi. Penn State, une bourse partielle, 9 mois de candidature secrète, des dissertations écrites tard dans la nuit, et une conseillère d'orientation qui croyait en moi, quand personne d'autre ne le faisait. Pendant 9 ans, j'avais cuisiné ses repas, récuré ses sols, et étouffé chaque rêve que j'avais pu avoir. Et lui, il a transformé tout cela en confetti sur une assiette. Je pensais que c'était le pire moment de ma vie. Je me trompais. En l'espace de 30 secondes, ma grand-mère a fait quelque chose qui a anéanti 20 ans d'autorité paternelle. Et tout a commencé par un morceau de papier dont il ignorait l'existence. Avant que je ne poursuive, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Partagez votre ville et leur local dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'automne de ma terminale, la semaine où tout a basculé. La maison sur Maple Street avait l'air respectable, vue de l'extérieur. Une bâtisse en briques de 2 étages, avec des volets blancs, et une pelouse que Gérald tondait chaque samedi matin, à 7h15 précise. Pas parce qu'il aimait ça, mais parce qu'il avait besoin, que les voisins le voient faire. L'image comptait pour mon père. Le contrôle comptait encore plus. À l'intérieur, chaque centimètre carré fonctionnait selon ses conditions. Le thermostat restait bloqué à 18 degrés en hiver, car il disait que tout ce qui était supérieur était du gaspillage. La télécommande vivait sur la coudoir de son fauteuil inclinable. Son fauteuil, sa chaîne, son emploi du temps. Le dîner était servi à 18h pile, et que Dieu vous vienne en aide, si le sel n'était pas de son côté de la table. Et cette table, une lourde table en chêne avec des pieds sculptés, et une tache d'eau en forme de croissant de lune près du coin où je m'asseyais toujours, était là depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ma grand-mère l'avait achetée, quand elle avait meublé la maison, il y a 22 ans. Mais mon père l'appelait à ma table, comme il appelait tout dans cette maison, à moi. C'est ma maison, ce sont mes règles. J'entendais cette phrase chaque semaine, parfois 2 fois, parfois même avant le petit déjeuner. J'avais 10 ans, la première fois qu'il m'a tendu une spatule, en me disant de préparer des œufs. Je les ai brûlés. Il n'a pas crié. Il m'a juste fixé avec ce regard plat et silencieux, qui était d'une certaine manière pire que les hurlements, et il a dit, ta mère pourrait faire ça en dormant. Débrouille-toi. Alors, je me suis débrouillé. Les œufs, puis les pancakes, puis les repas complets, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, la rotation qu'il aimait. J'ai fait la lessive. J'ai frotté le carrelage de la salle de bain à genoux. J'ai préparé le déjeuner de mon petit frère, Tyler, chaque matin, et je l'ai accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'étais pas sa fille. J'étais sa gouvernante. Je n'avais simplement pas encore les mots pour le dire. Il l'appelait de sa maison. Mais j'apprendrai plus tard, qu'il n'y possédait pas un seul clou. Ma mère s'appelait Diane. Elle avait des cheveux bruns qui bouclaient aux pointes, sans effort, et un rire qui vous donnait l'impression d'être dans la confidence d'un merveilleux secret. Je le sais parce que j'avais 8 ans quand elle est morte. Et ce sont les 2 détails auxquels je me suis accroché le plus fort. Un cancer du sein. Stade 3 quand ils l'ont découvert. Stade 4 à Noël. Elle était partie avant que les tulipes, qu'elle avait plantées le printemps précédent, ne sortent de terre. Après les funérailles, mon père a changé. Ou peut-être n'a-t-il pas changé. Peut-être que le chagrin a simplement brûlé la fine couche de douceur, qui gardait le reste de sa personnalité cachée. Il se déplaçait dans la maison comme un homme qui condamne des pièces. D'abord, les photos ont disparu. Chaque portrait de ma mère a été retiré des murs, du frigo, de la cheminée, pour être empilé dans une boîte en carton, et poussé au fond du garage, derrière la souffleuse à neige. J'en ai sauvé une en cachette. Un petit cliché d'elle me tenant dans ses bras à la foire du comté. De la barbe à papa collée sur mon menton, et nous deux en train de rire. Je l'ai gardé pressé à l'intérieur de mon manuel de biologie, comme un secret. Puis les règles se sont durcies. Interdiction de mentionner maman à table. Interdiction de pleurer là où il pourrait le voir.
Interdiction de demander, quand les choses redeviendraient normales. Ta mère aussi avait des rêves, m'a-t-il dit un jour, quand j'avais 12 ans et que j'avais fait l'erreur, de lui dire que je voulais devenir infirmière. Regarde où ça l'a mené. Il a dit ça comme s'il commentait la météo. Un simple fait. Comme si mourir était une chose qu'elle avait faite exprès, pour le déranger. J'ai découvert des années plus tard, par ma grand-mère, au détour d'une phrase qu'elle a commencé puis arrêtée en détournant le regard, que mon père avait interdit à ma mère de reprendre ses études. Diane voulait terminer son diplôme d'infirmière. Il a dit non. Elle est restée. C'est la première fois que j'ai compris, que le silence dans notre famille n'était pas la paix. C'était l'obéissance. Ma routine quotidienne était simple. De la même façon qu'une cage est simple, une fois qu'on arrête d'en secouer les barreaux. 5h30, l'alarme. 5h45, en bas, le café est lancé, les œufs sur le feu. Gérald, j'ai commencé à l'appeler ainsi dans ma tête vers 15 ans, bien que jamais à voix haute aimait son café noir avec exactement un sucre. Si j'oubliais le sucre, il poussait le mug au centre de la table sans un mot, et attendait que je rectifie le tir. 6h15, le déjeuner de Tyler est prêt, son sac à dos près de la porte. 6h30, le déjeuner de Gérald est prêt aussi, car apparemment, un homme de 47 ans ne pouvait pas préparer son propre sandwich. 7h, l'arrêt de bus avec Tyler. 7h40, l'école. 15h, retour à la maison. 15h15, la vaisselle du matin, la lessive si c'était lundi ou jeudi, l'aspirateur si c'était mercredi. 17h30, début du dîner. 18h, le service. 18h45, débarrasser la table, tout laver à la main, car Gérald disait que le lave-vaisselle était un gaspillage d'eau. 20h, les devoirs. Enfin, 21h30 ou plus tard, le lit, si j'avais de la chance. Il vérifiait le frigo pour s'assurer que j'avais bien fait les courses. Il vérifiait mon téléphone, un vieux clapet dont la charnière tenait avec du ruban adhésif, pour s'assurer que je ne perdais pas mon temps. Il n'autorisait aucune activité extrascolaire, pas de club, pas de sport, pas d'amis à la maison. Tu as des responsabilités, disait-il, comme si j'avais 40 ans avec un prêt immobilier, au lieu d'en avoir 17 avec un test de géométrie. Je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi n'ai-je pas quitté la maison? J'avais 17 ans. J'avais $11 dans un bocal en verre sous mon lit. Je ne pouvais pas signer de bail, ouvrir un compte bancaire, ou m'inscrire à l'école sans un tuteur. Mon oncle Russell avait trop peur de Gérald pour m'accueillir. Et si je me rebellais, si je faisais du bruit, Gérald avait une menace qui faisait tout taire, continue comme ça, et je ferai en sorte que ta grand-mère ne te revoie plus jamais. Elle était la seule personne qui me donnait encore l'impression d'être un être humain. Alors, je restais silencieuse. Je restais utile. Je restais. Mais ce mois de septembre, quelque chose est arrivé par la poste, et cela a tout changé. Voici une chose que Gérald ne savait pas, j'avais postulé à l'université. Pas ouvertement, pas fièrement. En secret, comme si c'était un crime. Tout a commencé avec Madame Margaret Kerr, ma conseillère d'orientation. C'était une femme pragmatique d'une 50aine d'années, avec des lunettes de lecture retenues par une chaîne en perles, et un classeur qu'elle appelait le coffre-fort. Elle avait remarqué des détails. La façon dont je tressaillais, quand quelqu'un élevait la voix dans le couloir. La façon dont je ne restais jamais après les cours, ne m'inscrivais jamais à rien, rentrais toujours précipitamment à la maison, comme si j'avais un couvre-feu gravé dans le sang. Un après-midi de janvier, durant mon année de première, elle m'a demandé de rester 1 minute. Elle a fermé sa porte et m'a dit, « Karen, que veux-tu faire de ta vie ?» Personne ne m'avait jamais posé cette question. Elle m'a aidé pour tout. Les livres de préparation au SAT qu'elle me prêtait de sa propre étagère. Les dispenses de frais d'inscription. Les brouillons de dissertations écrits pendant le déjeuner dans son bureau, la porte close, mon écriture tremblante. Nous utilisions l'adresse de l'école comme adresse de retour sur chaque candidature, car Gérald vérifiait la boîte aux lettres, comme un gardien de prison vérifie les cellules, chaque jour, sans exception. Mais j'en avais aussi parlé à ma grand-mère. Un soir, depuis le téléphone du bureau de Madame Kerr, j'ai appelé Éléonore et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis, elle a dit, utilise mon adresse en cas de besoin. Je surveillerai le courrier.
C'est Éléonore qui a reçu la lettre en premier. Penn State m'acceptait. Une bourse partielle de $12 000 par an. Il me faudrait environ 8 000 de plus pour les frais de scolarité et la vie courante. Mais c'était réel. C'était possible. J'ai pleuré dans le bureau de Madame Kerr, quand Éléonore m'a appelé pour me le dire. Des larmes silencieuses, le genre de larmes que je m'étais entraîné à produire. Sans bruit, sans désordre. Ne t'inquiète pas pour l'argent ou pour la maison, a dit ma grand-mère au téléphone. Fais juste confiance à ta grand-mère. Je n'avais pas compris la partie sur la maison. Pas encore. Éléonore a dit d'en parler à Gérald lors du dîner du dimanche. Elle serait là. Apporte la lettre, a-t-elle ajouté. Je m'occuperai du reste. Ce que j'ignorais, et ce qui m'a glacé le sang quand je l'ai découvert plus tard, c'est que Gérald avait déjà agi dans mon dos. Il avait contacté le restaurant Rosier's Dîner, sur la route 9, et avait organisé un emploi pour moi, commençant la semaine après la remise des diplômes. Serveuse, 30 heures par semaine. Il avait même signé mon nom sur la demande d'emploi lui-même. Il ne se contentait pas de m'empêcher d'aller à l'université. Il construisait un mur, brique par brique, autour de tout mon avenir, alors que j'étais encore à l'intérieur. Dimanche, 18h. J'ai dressé la table comme je le faisais toujours. L'assiette de Gérald en bout de table, son verre d'eau à droite, sa serviette pliée en rectangle, car il disait que les triangles avaient l'air négligés. La place de Tyler à sa gauche. L'oncle Russell en face de Tyler. La chaise de ma grand-mère à l'autre extrémité, la plus proche de la cuisine, là où elle s'asseyait toujours. Près de la porte, j'ai réalisé maintenant, comme quelqu'un qui garde toujours une issue de secours en vue. J'avais cuisiné le menu habituel, poulet rôti, purée, haricots verts à l'ail. Le menu de Gérald, l'emploi du temps de Gérald, les règles de Gérald. L'odeur du romarin remplissait la cuisine, et je me souviens avoir pensé, combien il était étrange, qu'une chose puisse sentir le foyer, tout en ressemblant à un piège. Éléonore est arrivée à 17h45. Elle portait son manteau en cachemire couleur chameau, la seule belle chose qu'elle possédait, celle qu'elle portait à chaque dîner de famille comme une armure. Elle a embrassé mon front à la porte, a serré ma main une fois, et a posé son sac à main en cuir structuré, marron foncé, usé et souple au poignet sur le sol, à côté de sa chaise. Je n'ai pas remarqué avec quel soin elle l'avait placé. Je n'ai pas remarqué qu'il était plus lourd que d'habitude. Gérald était de bonne humeur. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Il est descendu en sifflotant, a tapé sur l'épaule de Tyler, et a même dit « ça sent bon » en s'asseyant. Un compliment si rare, que j'ai failli lâcher la cuillère de service. Je savais pourquoi il était joyeux, il pensait que la semaine prochaine, je serais en train de remplir des bouteilles de ketchup chez Rosier's. Son plan fonctionnait. Mon plan, lui, était sous le coussin de mon siège, dans une enveloppe scellée. J'ai attendu que tout le monde ait son assiette, que Gérald prenne sa première bouchée et hoche la tête, comme il le faisait quand la nourriture était à la hauteur, jusqu'à ce que la table soit silencieuse. Puis, j'ai sorti l'enveloppe. « Papa », ai-je dit. Ma voix était stable, mais pas mes mains. J'ai été accepté à Penn State avec une bourse. Je lui ai tendu l'enveloppe comme une offrande, comme un enfant montrant un dessin à un parent, priant pour qu'il le mette sur le frigo. Gérald a posé sa fourchette. Il a regardé l'enveloppe comme on regarde un animal mort sur le bord de la route, avec une sorte de curiosité distante et vaguement offensée. Il l'a prise, a sorti la lettre, l'a lue lentement, ses yeux allant de gauche à droite, sa mâchoire se crispant à chaque ligne. Puis, son visage est devenu rouge. Pas un rouge de colère, mais plus sombre. Le rouge de quelque chose qui est sous pression depuis trop longtemps. Il a déchiré la lettre en deux. Le son de ce déchirement net et sec a traversé la cuisine, plus fort que n'importe quel cri. Il l'a déchiré à nouveau. 4 morceaux. Puis, il les a laissés tomber sur son assiette, juste à côté des os de poulet et de la purée écrasée. Aucune de mes filles n'a besoin d'éducation, a-t-il dit. Il n'a pas hurlé. C'était pire, un ton calme, absolu, comme s'il lisait une règle gravée sur un mur. Tu restes ici. Il a balayé la table du regard. Tyler fixait son assiette. Russell trouvait soudain ses haricots verts fascinants. Éléonore, elle, n'avait pas bougé.
Personne n'encourage ce non-sens, a dit Gérald. Elle a un travail chez Rosiers qui commence le mois prochain. Point final. J'ai baissé les yeux vers les morceaux de ma lettre. 9 mois de travail, les nuits tardives dans le bureau de Madame Kerr. La dissertation que j'avais réécrite 11 fois. Le SAT pour lequel j'avais étudié avec un livre d'occasion rempli de notes d'un autre élève. Tout cela gisait dans une assiette, trempant dans la sauce. Puis Gérald s'est adossé à sa chaise et a dit la chose que je n'oublierai jamais, ta mère avait les mêmes idées stupides, elle voulait retourner à l'école, être infirmière. Il a repris sa fourchette. Et où est-elle maintenant? La table est devenue silencieuse. Même l'horloge au mur semblait retenir son souffle. Il venait de transformer la mort de ma mère en arme. Une fois de plus. Je voulais pleurer, mais je savais, comme on sait que le feu brûle ou que la glace est froide, que pleurer devant Gérald, c'était perdre. Alors, j'ai ravalé mes larmes. Je suis restée assise, les mains à plat sur mes genoux, et j'ai tout encaissé. Gérald n'avait pas fini. Il s'est tourné vers ma grand-mère. Elle était parfaitement immobile au bout de la table, les mains posées de chaque côté de son assiette, son visage illisible. C'est ton œuvre, n'est-ce pas, a-t-il dit, pointant sa fourchette vers elle. Tu lui remplis la tête d'idées. Tu l'as toujours couvée, exactement comme tu as couvé Diane. Il a prononcé le nom de ma mère comme s'il avait un goût amer. Et regarde comment ça a fini. Éléonore n'a rien dit. Débarrasse la table, Karen, a dit Gérald sans me regarder. Cette conversation est terminée. Je me suis levé. Par réflexe. 9 ans de mémoire musculaire m'entraînant vers l'évier, avant même que mon cerveau ne puisse réagir. Mes mains atteignaient déjà son assiette, quand j'ai entendu la voix de ma grand-mère. Assieds-toi, Karen. C'était calme, pas fort. Mais quelque chose dans ce ton m'a glacé. Une fermeté que je ne lui avais jamais connue. Comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Les yeux de Gérald se sont braqués sur Éléonore. Maman, ne te mêle pas de ça. C'est ma maison, ma fille, ma décision. L'oncle Russell a bougé sur son siège. Gérald, peut-être qu'on devrait en discuter. Tu n'as pas ton mot à dire non plus, a tranché Gérald, sans quitter Éléonore du regard. Puis il s'est tourné vers moi. Et tant qu'on y est, j'ai appelé Penn State jeudi. J'ai essayé de retirer ta candidature moi-même. Je leur ai dit que j'étais ton père, ton tuteur. Sa lèvre s'est retroussée. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de ta signature, une bêtise de règlement. Il s'est penché en avant. Alors, tu vas signer ce formulaire de retrait, ce soir, ici même à cette table, devant tout le monde. C'était ça son véritable plan. Pas seulement déchirer la lettre. Il voulait que je tue mon propre avenir de ma propre main, sous les yeux de ma famille. Une exécution publique du seul rêve qu'il me restait. Ma grand-mère est restée immobile pendant exactement 30 secondes. Je le sais parce que je comptais. 30 secondes, c'est plus long qu'on ne le pense, quand le seul bruit est le tic-tac de l'horloge, les battements de votre cœur, et le léger crissement de la fourchette de Gérald contre la porcelaine, car il s'était réellement remis à manger. Tellement il était sûr d'avoir gagné. 10 secondes. Le réfrigérateur bourdonnait. 20 secondes. Tyler fixait les morceaux déchirés de ma lettre, comme s'il essayait de les recoller par la seule force de son regard. 30. Ma grand-mère a posé sa serviette. Elle l'a pliée avec soin, de façon précise, et l'a placée à droite de son assiette comme elle le faisait toujours, comme si même ce petit acte méritait de la dignité. Puis, elle a repoussé sa chaise et s'est levée. Elle a bougé lentement, mais de façon délibérée, sans aucune fragilité. Elle est allée vers le placard près de la porte d'entrée, et a sorti son manteau en cachemire. Elle l'a enfilé une manche après l'autre, et l'a boutonné à la taille avec des mains fermes. Gérald a levé les yeux de son assiette. Où est-ce que tu vas? Le dîner n'est pas fini. Éléonore est revenue vers la table. Elle s'est tenue derrière sa chaise. Elle a regardé mon père, pas à travers lui, pas au-delà de lui, mais directement dans les yeux. De la façon dont on regarde quelqu'un, pour qui on a enfin cessé de trouver des excuses. Et elle a dit 3 mots, fait ses valises. Gérald a ri. Un grand rire. Un vrai rire. Le genre de rire qui vient des tripes et remplit une pièce.
Le rire d'un homme, qui croit que le monde est organisé exactement comme il l'a décidé. Fait ses valises, a-t-il répété, toujours grimaçant. Et pour l'envoyer où? Avec quel argent? Ma grand-mère n'a pas répondu. Elle s'est baissée, a ouvert son sac à main en cuir, et a sorti une pile de papier retenue par une simple agrafe. Ce qu'elle a posé sur la table ensuite, était la raison pour laquelle mon père vivait comme un roi, dans un château qui ne fut jamais le sien. C'était un acte de propriété. Notarié, timbré, enregistré au bureau du comté. Chaque ligne était nette, chaque signature vérifiée. Et tout en haut, à l'encre noire que 22 ans n'avaient pas effacée, figurait un seul nom, Éléonore Monsieur Leland, unique propriétaire. Pas Gérald. Pas Gérald et Éléonore. Pas le fonds fiduciaire de la famille Leland. Juste elle. Une femme, un nom, une signature. Cette maison est à mon nom depuis 2002, a dit Éléonore. Sa voix ne tremblait pas. Je l'ai achetée avec l'argent de l'assurance vie de ton père et mes économies, après son décès. Je t'ai laissé vivre ici gratuitement, car tu étais en deuil, et que tu avais 2 enfants qui avaient besoin d'un toit. Elle a marqué une pause. Mais jamais, pas une seule fois, je ne t'ai cédé cette maison, Gérald. Il n'y a aucun transfert. Aucun accord. L'acte est à moi. Il l'a toujours été. Le sourire de Gérald s'est effondré. Pas d'un coup. Par étapes. Comme un immeuble qui perd ses étages. D'abord les coins de sa bouche, puis la lumière dans ses yeux, puis toute sa posture, s'affaissant de quelques centimètres dans la chaise, sur laquelle il trônait. Il a regardé l'acte. Il a regardé Éléonore. Puis il a forcé un rire, plus petit cette fois, plus grêle. Le rire d'un homme qui cherche la chute de la blague. Et alors, a-t-il dit. Tu vas me mettre dehors? Ton propre fils? Je te donne un choix, a répondu Éléonore. Karen part à Penn State cet automne avec mon soutien financier. Tu la laisses partir. Tu la soutiens, et tu continues à vivre ici. Elle a légèrement relevé le menton. Ou bien tu contestes cela, et j'appelle mon avocat ce soir. L'oncle Russell s'est penché en avant et a pris l'acte pour le lire. Ses sourcils ont grimpé sur son front. Il l'a reposé sans un mot, mais le regard qu'il a lancé à Gérald était un regard que je ne lui avais jamais vu. Quelque chose entre le choc, et une reconnaissance silencieuse attendue depuis longtemps. Tyler avait la bouche ouverte. Il me regardait, puis Éléonore, puis revenait vers moi, comme s'il regardait le monde se réorganiser sous ses yeux. Et moi? Je restais là, à fixer ce morceau de papier, et une pensée se répétait en boucle, 20 ans. Il nous avait répété que c'était sa maison. Il avait dicté chaque règle, contrôlé chaque recoin, décidé qui mangeait, qui parlait, qui comptait. Tout cela était bâti sur un mensonge, qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Le visage de Gérald a traversé des émotions que je n'avais jamais vues, de la confusion, puis de la fureur, puis un calme dur et fragile, comme un homme qui colmate un mur fissuré à main nue. Il a repoussé l'acte sur le côté de la table. Tu crois qu'un morceau de papier me fait peur, a-t-il dit. J'entretiens cette maison depuis 20 ans. 20 ans. J'ai payé l'électricité, l'eau, le gaz. J'ai réparé le toit quand il fuyait. J'ai remplacé la chaudière en 2019. Il a tapé du doigt sur la table. J'ai mis ma sueur dans ses murs. Tu crois qu'un tribunal va simplement te la rendre? Il essayait de se raccrocher à ce qu'il pouvait. Je le voyais bien. Il construisait sa défense comme il construisait tout le reste, bruyamment et rapidement, en espérant que personne n'irait vérifier les fondations. Éléonore n'a pas répondu. Elle restait là, dans son manteau de cachemire, les mains jointes devant elle, et le laissait parler. Et même si la maison est à toi, maman. Gérald a ouvert les mains, comme s'il était l'homme raisonnable, comme si tout cela n'était qu'un malentendu entre adultes. Je me battrai. Je prendrai un avocat. Tu veux vraiment traîner ta propre famille au tribunal? C'était sa carte maîtresse, la culpabilité. Le même outil qu'il utilisait sur moi depuis 9 ans. Sur ma mère avant cela. Probablement sur Éléonore avant encore. La menace n'était pas légale. Elle était émotionnelle. C'est toi qui seras celle qui a brisé cette famille. Puis il s'est tourné vers moi, et sa voix est devenue basse, presque douce, comme le son d'un piège qu'on installe.
dis à ta grand-mère d'arrêter ce cirque, Karen. Tu sais que c'est ta maison ici. Tu veux détruire cette famille pour une école? Il voulait que je choisisse. Ma famille ou mon avenir. La loyauté ou la liberté. Le même choix impossible qu'il imposait à chaque femme de sa vie depuis toujours. Ma grand-mère n'a pas discuté. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a replongé la main dans son sac. C'était un téléphone à clapet, vieux, argenté, petit. Presque identique à celui que Gérald m'avait donné, celui qu'il traquait et surveillait. Mais celui d'Éléonore était le sien. Payé avec son propre argent, enregistré à son nom. Elle a appuyé sur une touche, la numérotation abrégée. La cuisine était si silencieuse que je pouvais entendre la tonalité à travers le haut-parleur. Une sonnerie, 2 sonneries, puis un clic. Bonjour David. C'était Éléonore Leland. Sa voix était naturelle, presque agréable, comme si elle confirmait une réservation pour le déjeuner. J'ai besoin que tu lances la procédure dont nous avons discuté. Oui, le préavis de 30 jours. Une pause. Oui, dès ce soir. Une autre pause. Merci David. Je t'en suis reconnaissante. 40 secondes. Elle a refermé le téléphone et l'a glissé dans son sac. Gérald la fixait. Le rire avait disparu. La vantardise aussi. Ce qui restait était quelque chose de brut. Le regard d'un homme qui entend un bruit non identifié dans le noir. Tu bluffes, a-t-il dit. Mais sa voix a déraillé sur le deuxième mot. Gérald, a dit Éléonore, et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à de la tristesse dans son ton. Pas pour elle-même, mais pour lui. Pour la version de son fils qu'elle avait espéré voir apparaître pendant 20 ans. Je n'ai jamais bluffé de ma vie. Tu as 30 jours, ou bien tu laisses Karen aller à l'université. Elle a repris son sac. Choisis. Laissez-moi vous expliquer. David Mercé était l'avocat immobilier d'Éléonore. Elle ne l'avait pas appelé sur un coup de tête. Elle l'avait consulté 2 semaines plus tôt, juste après que Gérald eut déchiré le premier courrier de Penn State, un dossier d'orientation juste devant moi au petit déjeuner, sans y réfléchir à 2 fois. C'est à ce moment-là qu'Éléonore avait commencé à préparer les papiers. Les documents d'expulsion étaient déjà rédigés. Elle attendait juste que Gérald franchisse la dernière limite. Il l'avait franchie avec ses confettis dans l'assiette. Éléonore a marché vers la porte d'entrée, puis s'est arrêtée. Elle s'est retournée, pas vers Gérald, mais vers moi. Fais ton sac, ma chérie. Tu viens chez moi ce soir. Je me suis levé. Pas brusquement, pas de façon théâtrale. Juste levé. De la façon dont on se lève quand on a pris une décision et que le corps finit par suivre. Assieds-toi, Karen, a ordonné Gérald. Sa chaise a raclé le sol. Il était debout lui aussi, désormais. Une main à plat sur la table, l'autre me pointant du doigt. Tu ne vas nulle part. J'ai regardé mon père. Pas sa main, pas le sol. Lui. Et pour la première fois en 9 ans, je n'ai pas baissé les yeux. Ça fait 9 ans que je suis assise, papa. C'est fini. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Je pense sincèrement, que c'était la première fois que quelqu'un dans cette maison lui disait non, et le pensait vraiment. Je suis monté à l'étage. Ma chambre était petite. La plus petite des chambres, celle avec la fenêtre qui ne fermait pas bien, et l'attache au plafond en forme de botte. Mon sac à dos, un vieux Jansport délavé que j'avais depuis la seconde, était déjà à moitié prêt. Madame Kerr m'avait conseillé, des mois plus tôt, de garder un sac de secours prêt. Au cas où, avait-elle dit. À l'époque, je pensais qu'elle exagérait. Elle n'exagérait pas. Je l'ai attrapée. Vêtements, brosse à dents, livre de préparation au SAT, mon journal. Puis, j'ai cherché dans mon manuel de biologie et j'ai sorti la photo de ma mère à la foire. Barbe à papa, rire. Une version de ma vie que le cancer et Gérald avaient effacée. Je l'ai glissée dans la poche de ma veste, contre mon cœur. Tyler se tenait dans le couloir. 14 ans, encore dans son maillot de baseball, les yeux rouges. Karen. Je l'ai serré fort dans mes bras. Il faisait presque ma taille maintenant. Je ne t'abandonne pas, lui ai-je soufflé dans les cheveux.
Je quitte juste tout ça. Je suis descendu. Gérald se tenait au bas de l'escalier, bloquant la porte. Si tu franchis cette porte, a-t-il dit, la voix tremblante désormais, ne reviens pas. Je l'ai dépassé. Il n'a pas bougé pour m'arrêter. Je pense qu'une partie de lui savait, avait peut-être toujours su, que la seule chose qui me retenait là était le verrou, et que le verrou venait d'être changé. Éléonore avait laissé le moteur tourner, les phares allumés. La portière passager était déjà ouverte. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Russell. Calme, presque désolé, mais assez clair pour être entendu, je lui apporterai le reste de ses affaires demain, maman. C'était la première fois que l'oncle Russell s'opposait à Gérald devant toute la famille. Ce ne serait pas la dernière. Je suis monté dans la voiture. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Je n'ai pas regardé la maison. Éléonore a quitté l'allée, et pour la première fois en 9 ans, Maple Street s'est éloignée derrière moi. Je veux m'arrêter un instant ici. Si vous avez déjà dû quitter un endroit que vous pensiez être votre foyer, qu'il s'agisse d'une maison, d'une relation, ou d'une version de vous-même que vous aviez dépassée, vous savez ce qu'on ressent lors d'un tel trajet. Si cette histoire résonne en vous, cliquez sur le bouton j'aime pour que je sache que vous êtes là. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé le lundi matin, quand l'avis d'expulsion a atterri sur le pas de la porte de mon père, restez avec moi. L'histoire n'est pas encore finie. L'appartement d'Éléonore était petit. Une chambre, une salle de bain, une cuisine avec une fenêtre qui donnait sur le parking d'une laverie automatique. Ça sentait la lavande, le liquide vaisselle au citron, et quelque chose de chaud que je n'arrivais pas à nommer mais que je reconnaissais, la sécurité, peut-être. L'absence de tension permanente. Elle m'a donné le lit. Je lui ai dit que je prendrais le canapé. Elle m'a répondu qu'elle ne me demandait pas mon avis. J'ai dormi sur pire, a-t-elle dit, en sortant une couverture supplémentaire du placard. Ton grand-père a ronflé comme un moteur diesel pendant 41 ans. Un canapé, c'est du luxe à côté. Je suis resté allongé dans son lit, dans le noir, à fixer le plafond. La voix dans ma tête n'était pas la mienne. C'était celle de Gérald, tu viens de détruire ta famille. Tu es égoïste. Pour qui te prends-tu? 9 ans de sa voix étaient incrustés en moi comme des échardes. Je pouvais quitter la maison, mais je ne pouvais pas encore quitter cela. On a frappé à la porte. Éléonore est entrée avec un mug de lait chaud et s'est assise sur le bord du lit. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, ta mère serait tellement fière de toi ce soir. Cela m'a brisé. Pas la cruauté de Gérald, pas la lettre déchirée, pas le fait de l'avoir dépassée au pied de l'escalier. Mais ces quelques mots, prononcés doucement dans une petite chambre qui sentait la lavande. J'ai pleuré. Pas ces larmes silencieuses et contrôlées que je m'étais forcé à produire. De vrais pleurs. Des sanglots déchirants. Le genre que je ne m'étais pas autorisé depuis mes 8 ans. Éléonore m'a tenu la main et m'a laissé finir. Puis, elle m'a annoncé une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle avait ouvert un compte d'épargne à mon nom quand j'avais 10 ans. $200 par mois, prélevés sur sa pension d'enseignante, chaque mois pendant 7 ans. Il y a $16 800, a-t-elle dit aussi naturellement que si elle lisait un ticket de caisse. Entre ça et la bourse, tu t'en sortiras pour la première année. On trouvera une solution pour le reste. J'ai essuyé mon visage. Grand-mère, pourquoi n'as-tu pas fait ça plus tôt? Elle est restée silencieuse longtemps. Si longtemps que j'ai cru qu'elle ne m'avait pas entendu. Parce que je continuais d'espérer qu'il changerait, a-t-elle fini par dire. C'était mon erreur. Gérald n'a pas attendu longtemps. Les appels ont commencé dès le lendemain matin. Le téléphone d'Éléonore a sonné à 7h15. Elle a regardé l'écran, l'a mis en sourdine, et a continué ses toasts. Ça a ressonné à 7h20, 7h31, 7h45. Elle a laissé tous les appels tomber sur la messagerie. Puis, il m'a appelé. La première fois, sa voix était douce, presque méconnaissable. Reviens à la maison, ma chérie. On peut en discuter. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, asseyons-nous comme une famille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. 2 heures plus tard, le deuxième appel. La douceur avait disparu. Tu te ridiculises, Karen. Toute la ville va être au courant.
Tu veux que les gens parlent? Tu veux porter ça sur tes épaules? Le troisième appel est arrivé à 21h40 ce soir-là. Sa voix était froide et plate. Le Gérald que je connaissais le mieux. Si tu n'es pas revenu d'ici vendredi, je te coupe les vivres complètement. Plus de téléphone, plus d'assurance, rien. Tu n'auras plus rien. Il a appelé l'oncle Russell ensuite. Russell m'a raconté plus tard, à voix basse et presque honteux, que Gérald lui avait dit, si tu les aides, tu es mort pour moi. Je suis sérieux. Le mardi, Gérald s'est présenté à mon école. Il est entré dans le bureau d'accueil et a exigé de me voir. La réceptionniste, une femme nommée Linda, qui travaillait là depuis 20 ans et n'appréciait pas les hommes qui élevaient la voix, lui a dit qu'il lui fallait un rendez-vous. Il n'en avait pas. Madame Kerr a été prévenue. Elle m'a sorti de mon cours d'histoire et m'a conduite à son bureau par le couloir de service. Il est dans le bâtiment, a-t-elle dit, la main sur mon épaule. Tu es en sécurité. Il ne passera pas Linda. Ce soir-là, Gérald a posté sur Facebook. Je l'ai vu parce que 3 camarades de classe m'ont envoyé des captures d'écran en moins d'une heure. Ma fille a fugué parce que sa grand-mère la manipule. C'est une adolescente confuse, utilisée par une vieille femme amère. S'il vous plaît, priez pour notre famille. 47 j'aime, 12 commentaires disant qu'ils allaient prier. 6 disant, sois fort, Gérald. Il était en train de réécrire l'histoire, en se plaçant en victime. Et dans une petite ville où tout le monde se connaît, cette version a circulé très vite. Les petites villes sont magnifiques, jusqu'à ce que vous ayez besoin qu'elles se mêlent de leurs oignons. En 3 jours, la version des faits qui circulait dans notre quartier ne ressemblait plus du tout à la réalité. Éléonore était la méchante, une grand-mère dominatrice qui outrepassait ses droits, montant une jeune fille contre son père aimant et travailleur. Gérald était la victime, un veuf, un père célibataire, un homme qui avait tout sacrifié et qu'on punissait pour cela. Une voisine nommée Doris, le genre de femme qui assiste à toutes les funérailles de la ville, qu'elle connaisse le défunt ou non, a appelé Éléonore le mercredi. « Comment as-tu pu faire ça à Gérald ?» a-t-elle dit. « Il a perdu sa femme. Maintenant tu lui prends sa fille. » Ce pauvre homme. Éléonore, à son honneur, n'a pas raccroché. Elle a simplement dit, « J'apprécie votre sollicitude, Doris. C'est une affaire de famille. » Et elle a mis fin à l'appel assez poliment pour que Doris ne puisse rien répéter de compromettant. À l'école, c'était pire. Des élèves que je connaissais à peine m'arrêtaient dans le couloir. « C'est vrai que ta grand-mère a mis ton père dehors ? J'ai entendu dire que tu avais fugué. Ça va ? » Une fille de mon cours d'anglais a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Ma mère dit que ton père a le cœur brisé. » J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai continué à marcher. Mais chaque commentaire était une petite coupure. Et le jeudi après-midi, j'avais assez de coupures pour commencer à saigner intérieurement. Gérald savait exactement ce qu'il faisait. Il m'envoyait par SMS des captures d'écran des commentaires Facebook, la sympathie, les prières, l'indignation en son nom. Puis une phrase, « Tu vois, tout le monde sait que ce que tu fais est mal. » Et pendant un terrible instant, assise dans le bureau de Madame Kerr, la porte fermée et mon sac à dos à mes pieds, je l'ai cru. Je devrais peut-être juste rentrer, ai-je pensé. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que ça ne vaut pas le coup de tout briser. Et puis, le lundi matin, quelque chose est arrivé à la porte de mon père. L'huissier de justice était un homme nommé Phil, qui conduisait une Honda Civic grise et avait l'expressivité émotionnelle d'un classeur à archives. Il a frappé à 8h15 du matin. Gérald a ouvert en bottes de travail et tricot de corps, un mug de café à la main. Un café qu'il s'était préparé lui-même pour la première fois en une semaine. Et il était mauvais, d'après Tyler. Phil lui a tendu l'enveloppe. Gérald a signé. Phil est parti. À l'intérieur se trouvait un préavis de 30 jours pour quitter les lieux, émis conformément à l'article 250501 du Code de Pennsylvanie. Adresse de la propriété, 114 Maple Street. Propriétaire, Éléonore Monsieur Leland. Occupant, Gérald R. Leland. L'avis informait Gérald qu'il avait 30 jours pour évacuer les lieux, sous peine d'une action d'expulsion formelle déposée auprès du tribunal de district. C'était réel. C'était légal. Ça arrivait pour de bon.
Gérald a appelé Éléonore immédiatement. Je le sais car j'étais assise à sa table de cuisine en train de manger des céréales, quand son téléphone a sonné et qu'elle a mis le haut-parleur. Tu ne peux pas faire ça à ton propre fils. Sa voix arrivait déformée, comme le son se brouille quand on hurle dans un petit micro. Je t'ai donné le choix, Gérald, a répondu Éléonore. Elle tenait son café à deux mains, regardant par la fenêtre le parking de la laverie. Tu as fait le tien. Elle a raccroché. Gérald s'est mis en quête d'un avocat. Dans une ville de notre taille, les options étaient limitées. La première avocate qu'il a appelée, Janet Pulk, a refusé, conflit d'intérêts. Elle avait déjà consulté Éléonore pour une autre affaire des années auparavant. Le deuxième avocat, dans une ville voisine, a accepté d'examiner le dossier. Après avoir vu l'acte de propriété, les relevés fiscaux, et l'absence totale de bail ou d'accord écrit, il a dit la vérité à Gérald, si l'acte est à son nom et qu'il n'y a pas de bail, vous êtes au mieux un locataire précaire. Elle a parfaitement le droit de faire ça. Le soir même, Tyler m'a appelé depuis le téléphone d'un ami. Sa voix était petite et prudente, comme on parle quand quelqu'un dort dans la pièce d'à côté. Papa n'a pas cuisiné une seule fois depuis que tu es parti, a-t-il chuchoté. Il ne sait pas où sont les assiettes. Cette nuit-là, Éléonore et moi nous sommes assises sur son canapé avec des tasses de tisane à la camomille, et elle m'a dit la vérité. Toute la vérité. La version qu'elle portait depuis des décennies. Ton grand-père, a-t-elle commencé, avant de s'arrêter. Elle a pris une gorgée, puis a repris. Harold subvenait bien à nos besoins. Les gens l'aimaient bien. Mais derrière notre porte, c'était un homme différent. Il décidait de ce que je portais, de l'endroit où j'allais, des personnes à qui je pouvais parler. Je voulais enseigner. J'avais le diplôme. J'avais la certification. Mais il disait que la place d'une femme était au foyer. Elle a regardé ses mains. J'ai perdu 15 ans à attendre qu'il change d'avis. Elle n'a commencé à enseigner qu'après la mort de Harold. Elle avait 51 ans, le jour de sa première rentrée comme institutrice. 51 ans. Quand j'ai vu Gérald faire la même chose à Diane, j'ai eu l'impression de regarder une rediffusion de ma propre vie. Éléonore a posé son mug. J'ai dit à ta mère de partir, a-t-elle ajouté. Elle m'a répondu, je ne peux pas. Il prendra les enfants. La voix d'Éléonore s'est étranglée. Elle avait raison, probablement. Et puis elle est tombée malade, et ça n'a plus eu d'importance. Elle m'a expliqué la situation de la maison, simplement. Après la mort de Harold, son assurance vie a été versée. Pas une fortune, mais assez. Éléonore a combiné cette somme avec ses économies d'enseignante et a acheté la maison de Maple Street au comptant en 2002. Gérald venait de perdre Diane. Tyler avait 5 ans, j'en avais 8. Il avait besoin de stabilité, et elle la lui a offerte. Sans loyer, sans poser de questions. Mais je n'ai jamais transféré l'acte. Je me disais que c'était parce que la paperasse était compliquée. Elle a marqué une pause. C'était un mensonge. La vérité, c'est que je savais. Je savais qui Gérald était en train de devenir, et j'ai gardé cet acte parce que, quelque part au fond de moi, je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Elle avait raison. Il avait juste fallu 20 ans. Elle a cherché sous le coussin du canapé et a sorti un dossier Kraft. Les relevés de taxes foncières de chaque année, les 22 années. Son nom sur chaque reçu. Une impression d'un email de David Mercé confirmant que le titre était net. Puis elle a dit quelque chose qui a figé l'atmosphère de la pièce, il y a encore une chose. Ta mère t'a laissé une lettre. J'ai posé des questions sur la lettre. Éléonore a secoué la tête. Pas encore, ma chérie. Quand tu seras prête. Je voulais insister, mais quelque chose dans son regard me disait qu'elle gardait cette lettre depuis 9 ans, et qu'elle n'allait pas me la donner à 23 heures un mardi. Elle saurait quel était le bon moment. Elle le savait toujours. Alors, à la place, nous nous sommes préparés. Le bureau de David Mercé était au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street. C'était un homme calme aux cheveux gris, d'une 60aine d'années, qui parlait par phrases complètes et gardait une photo encadrée de son Golden Retriever sur son bureau. Pas le genre d'avocat qu'on voit à la télé, mais le genre dont on a vraiment besoin. Il nous a tout expliqué. L'acte de propriété était sans ambiguïté, Éléonore était l'unique propriétaire légal. Gérald n'avait pas de bail,
pas de contrat de location, aucune promesse écrite d'aucune sorte. Selon la loi de Pennsylvanie, il était ce qu'on appelle un locataire à discrétion, quelqu'un qui occupe un bien avec la permission du propriétaire, permission que ce dernier peut révoquer moyennant un préavis approprié. Le préavis de 30 jours a été signifié, a dit David. S'il ne libère pas les lieux, nous déposons une demande d'expulsion auprès du tribunal de district. Une audience sera fixée dans les 10 jours suivant le dépôt. Il m'a regardé. Quel âge as-tu, Karen ? 17 ans. J'en aurai 18 en juillet. Il a hoché la tête. Ta grand-mère peut agir en tant que garante financière pour Penn State. Une fois que tu auras 18 ans, tes options s'élargiront encore. Madame Kerr, de son côté, s'occupait de l'autre versant. Elle avait contacté le bureau des admissions de Penn State pour confirmer que mon acceptation était toujours valide. Gérald n'avait pas réussi à l'annuler car ils exigeaient ma signature, qu'il n'avait pas. Le bureau d'aide financière nous a détaillé les chiffres. Les économies d'Éléonore, ajoutées à la bourse, couvraient la première année, avec la possibilité de demander des aides supplémentaires. Madame Kerr m'a aidé à remplir le dossier FAFSA avec une dérogation de dépendance, appuyée par une lettre qu'elle avait écrite elle-même, documentant ma situation familiale. Pour la première fois, mon avenir n'était pas un rêve que quelqu'un pouvait déchirer à table. C'était un dossier, des signatures, des tampons et des chiffres qui s'additionnaient. Pour la première fois, je ne demandais pas de permission. Je remplissais des formulaires officiels. Gérald ne s'est pas laissé faire sans bruit. Il a trouvé un avocat, un homme nommé Craig Weiss, d'une ville située à 40 minutes, le genre d'avocat qui prend des affaires au résultat et pose des questions plus tard. En une semaine, Weiss a déposé une réponse à la demande d'expulsion. Gérald revendiquait une prescription acquisitive et citait un accord verbal selon lequel Éléonore lui aurait prétendument promis de lui transférer la maison au moment de sa retraite. Il n'y avait jamais eu un tel accord. Éléonore l'a dit à David Mercer avec le même calme qu'elle appliquait à tout, je n'ai jamais dit ça, pas une seule fois, jamais. Mais Gérald ne comptait pas sur la vérité. Il comptait sur le délai et l'intimidation, deux choses qu'il avait perfectionnées toute sa vie. Weiss a envoyé une lettre à Éléonore, suggérant qu'elle était indûment influencée par sa petite-fille. La lettre utilisait l'expression exploitation potentielle de personnes âgées et laissait entendre que Gérald pourrait contacter les services de protection sociale si Éléonore ne revenait pas sur sa décision. Gérald a fait exactement cela. Il a appelé l'agence locale pour les personnes âgées du comté, et a déclaré que sa mère de 72 ans était manipulée financièrement par une mineure. Une assistante sociale s'est présentée à l'appartement d'Éléonore un jeudi après-midi. Elle s'appelait Beth, et elle était méticuleuse. Elle a interrogé Éléonore seule pendant 45 minutes. Elle a examiné l'acte, les relevés bancaires, la correspondance avec David Mercer. Elle a demandé à Éléonore, 3 fois et de 3 façons différentes, si elle subissait des pressions de la part de qui que ce soit. Éléonore a répondu chaque fois de la même manière, je suis saine d'esprit. J'ai mon propre avocat et je prends cette décision librement. Beth a classé l'affaire le jour même. Aucune preuve d'exploitation, indiquait le rapport. La cliente est alerte, orientée, et représentée par un conseil juridique. Le vendredi soir, Gérald s'est présenté à l'appartement d'Éléonore à 23 heures. Il a martelé la porte assez fort pour faire trembler la chaîne de sécurité. « Tu vas le regretter, maman » hurlait-il. « Vous deux. » Éléonore a appelé la police. Ils sont arrivés en 9 minutes. Gérald a été escorté jusqu'à son pick-up et a reçu un avertissement verbal. Un rapport a été rédigé, numéro d'incident et tout le reste. Il est parti. Je me tenais dans le couloir derrière Éléonore, la main sur le mur, et je me suis dit la vérité, il ne se battait pas pour sa famille. Il se battait pour le contrôle, et il était en train de le perdre. Mais il y avait quelque chose que Gérald ignorait. Quelque chose que ma grand-mère portait en elle depuis 9 ans. Tyler m'a appelé un samedi matin, murmurant si vite que j'ai dû lui demander de ralentir 2 fois. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit, dans le bureau de papa. Le tiroir du bas, celui qu'il garde toujours verrouillé. Il a laissé la clé dans sa veste, et j'ai regardé. Ce que Tyler avait trouvé, c'était un dossier Kraft. À l'intérieur, chaque courrier universitaire qui m'avait été envoyé, pas seulement l'acceptation de Penn State. Il y avait des lettres de l'université Temple, une brochure de l'université de Pittsburgh,
un relevé de notes du SAT que je n'avais jamais vu. Tout avait été intercepté dans la boîte aux lettres au cours de l'année écoulée, fourré dans un tiroir et caché sous clé. Mon père n'avait pas pris une décision impulsive à table ce soir-là. Il était en train d'effacer méthodiquement mon avenir depuis des mois. Tyler a pris des photos avec le téléphone de son ami et me les a envoyées. Je me suis assise sur le canapé d'Éléonore et j'ai fait défiler image après image. Des enveloppes à mon nom, ouvertes, lues et cachées par l'homme qui était censé me protéger. Et puis, tout au fond du dossier, Tyler a trouvé autre chose. Une carte de félicitations qui m'était adressée, timbrée il y a 8 ans. L'écriture n'était pas familière. L'adresse de retour était à Philadelphie. C'était de ma tante Patricia, la sœur de ma mère. La femme dont Gérald m'avait dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec nous après les funérailles. La femme dont il disait qu'elle était passée à autre chose et qu'elle m'avait oublié. Elle avait écrit, « Karen, ma chérie, félicitations pour ton entrée au lycée. Ta maman serait si fière. Je pense à toi chaque jour. Avec amour, tante Patty. » 8 ans. Il l'avait tenu loin de moi pendant 8 ans. Je ne veux pas être comme lui, Karen, a dit Tyler, et sa voix s'est brisée en prononçant mon nom. Gérald n'a pas quitté la maison. Les 30 jours ont passé. Il est resté sur Maple Street comme un homme persuadé que l'entêtement valait un droit légal. Alors Éléonore et David Mersey ont déposé une demande formelle d'expulsion auprès du tribunal de district, et une audience a été fixée un mardi matin, 3 semaines plus tard. La salle d'audience, si l'on pouvait appeler cela ainsi, était une petite pièce du bâtiment municipal. Des néons, des murs lambrissés de bois, un drapeau américain dans un coin légèrement incliné vers la gauche, 5 rangées de bancs en bois pour les spectateurs, et un bureau surélevé pour le juge. Pas de jury, juste des gens et des papiers. Gérald était assis à gauche avec Craig Weiss. Il portait une chemise habillée, bleu clair, repassée. C'était la première fois que je le voyais dans autre chose que du flanelle ou un polo de travail. Un pantalon kaki avec un pli marqué, mais ses bottes de travail dépassaient des revers, éraflées et familières. D'une certaine manière, ce détail me rendait plus triste qu'autre chose. Éléonore était assise à droite avec David Mersey. Elle portait un blazer marine sur un chemisier blanc. Ses cheveux argentés étaient attachés en un chignon bas. Elle se tenait d'une droiture qui venait de décennies passées devant une classe. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une institutrice à la retraite qui avait fait ses devoirs. Je me trouvais au premier rang derrière Éléonore. Mes mains étaient sur mes genoux. Mon sac à dos à mes pieds. Derrière nous, l'oncle Russell, qui avait fait 40 minutes de route pour être là. Quelques visages connus de la ville, des gens qui avaient vu le post Facebook, entendu les rumeurs, et qui étaient venus assister au spectacle. La greffière, une jeune femme avec un ordinateur portable, enregistrait tout. La pièce était petite, mais elle avait son public. Et le public change la façon dont les gens se comportent, ou, dans le cas de Gérald, la façon dont il se révèle. La juge Morrison est entrée. Une femme d'une 60 d'années, lunettes de lecture argentées, air pragmatique. Elle s'est assise, a ouvert le dossier et a dit, « Commençons ». Craig Weiss a parlé en premier. Il parlait vite, construisant l'argumentaire de Gérald comme un homme qui empile des cartes un jour de grand vent. Gérald entretenait la propriété depuis 2 décennies. Gérald avait payé les charges. Gérald avait investi une part considérable de travail manuel dans la maison. Il y avait, soutenait Weiss, un accord implicite selon lequel Éléonore finirait par lui transférer la propriété. La juge Morrison écoutait. Elle n'interrompait pas. Elle prenait des notes. David Mersey s'est levé. Il était plus calme que Weiss, plus lent, et d'une certaine façon, plus dévastateur. Il a présenté l'acte de propriété enregistré en 2002. Éléonore Monsieur Leland, unique propriétaire. Il a présenté 22 ans de reçus de taxes foncières, tous au nom d'Éléonore. Il a présenté une recherche de titres confirmant l'absence de dette, de transfert, de copropriétaire ou de servitude d'aucune sorte. Votre honneur, a dit Mersey, l'acte est sans ambiguïté. Ma cliente est l'unique propriétaire légal. Il n'y a pas de bail, pas d'accord écrit, et aucune preuve, écrite ou autre, d'une promesse de transfert. Monsieur Leland est, au mieux, un locataire précaire. Le préavis de 30 jours a été dûment signifié. La juge Morrison s'est tournée vers Gérald.
Elle a retiré ses lunettes. Monsieur Leland, a-t-elle dit, pouvez-vous présenter un document écrit, un bail, un contrat, une lettre, n'importe quoi qui montre que votre mère a accepté de vous transférer la propriété ou de vous accorder un droit permanent de résider dans ce bien. Gérald a regardé Weiss. Weiss a regardé la table. C'était entendu, a fini par dire Gérald. Il s'est penché en avant. C'est ma mère. Une mère n'a pas besoin de contrat avec son fils. La juge Morrison a remis ses lunettes. Monsieur Leland. Ce tribunal traite des documents, pas des suppositions. Elle a révisé le dossier pendant encore 60 secondes. Puis elle a statué qu'Éléonore avait le droit légal d'expulser. Gérald a reçu l'ordre de quitter les lieux sous 15 jours, un délai réduit par rapport aux 30 jours initiaux car, comme l'a noté la juge, Gérald avait déjà ignoré le premier préavis. Gérald s'est levé brusquement, sa chaise raclant le carrelage avec un bruit assez fort pour faire tressaillir la greffière. C'est de la folie, a-t-il hurlé. Elle fait ça à cause d'une gamine qui veut aller à l'école. La pièce est devenue silencieuse. Chaque personne présente sur ces bancs en bois l'avait entendu. Russell a fermé les yeux. Les doigts de la greffière restaient suspendus au-dessus de son clavier. La juge Morrison a fixé Gérald par-dessus ses lunettes pendant 3 bonnes secondes avant de dire « Asseyez-vous, monsieur Leland ». Il s'est rassis, mais les mots étaient lâchés. Et chaque personne dans cette pièce venait de comprendre exactement quel genre d'homme venait de les prononcer. « Avez-vous entendu ce que mon père vient de dire ?» Dans une salle d'audience, devant un juge, devant des témoins, à cause d'une gamine qui veut aller à l'école. Une fille qui veut apprendre. C'était ça, l'urgence. Si cette phrase vous a frappé autant que moi, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous êtes au milieu de votre propre combat en ce moment, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous et venez avec moi jusqu'à la fin. La suite est la partie que je n'oublierai jamais. Le parking du tribunal était à moitié vide et trop lumineux. Un de ces matins d'automne clair où le soleil frappe l'asphalte avec un angle qui donne l'impression que tout est surexposé, comme une photographie dont on aurait trop poussé le contraste. Gérald se tenait près de son pick-up, un vieux F-150 rouillé avec un feu arrière fissuré. Il avait ses clés en main, mais il ne bougeait pas. Il nous regardait, Éléonore et moi, descendre les marches, David Mercer nous tenant la porte. « Tu m'as tout pris », a dit Gérald. Sa voix était différente. Pas forte, pas méchante, juste vide. Un homme debout dans les décombres de quelque chose qu'il avait construit, sans comprendre que les fondations n'avaient jamais été les siennes. Éléonore s'est arrêtée sur la dernière marche. Elle a regardé son fils unique, et j'ai vu passer sur son visage une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ni colère, ni satisfaction. Quelque chose de plus lourd, le poids d'une femme qui savait qu'elle avait raison, mais qui aurait préféré ne pas avoir à l'être. « Je ne t'ai rien pris, Gérald », a-t-elle dit. J'ai simplement arrêté de donner. Russell s'est approché de Gérald et a posé une main sur son épaule. Gérald a tressailli, mais ne s'est pas écarté. « Tu peux venir loger chez moi », a dit Russell. « Aussi longtemps qu'il le faudra. Mais tu dois laisser Karen partir. » Gérald n'a pas répondu. Il a ouvert la portière de son pick-up, est monté et a démarré. Pas d'adieu, pas un dernier mot, juste le bruit du moteur sur les graviers et le rouge déclinant de ses feux arrière. Je l'ai regardé partir. J'attendais de ressentir un sentiment de triomphe, un élan de justice, quelque chose de cinématographique. Rien n'est venu. Ce qui est venu à la place était plus calme. Pas de joie, pas de tristesse, juste de l'espace. Une vaste ouverture inconnue là où sa voix résonnait autrefois. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Karen, c'est ta tante Patty. Tyler a trouvé ma carte et m'a appelé. J'essaie de te joindre depuis 8 ans. Je l'ai rappelé depuis la cuisine d'Éléonore, assise sur le comptoir, les pieds ballants. Le téléphone était pressé si fort contre mon oreille que je pouvais sentir mon pouls dans ma pommette. La voix de Patricia était chaleureuse et un peu cassée sur les bords, comme un mug qu'on aime trop pour s'en débarrasser. Elle m'a tout raconté. Elle m'avait envoyé des lettres, des cartes d'anniversaire, des colis de Noël chaque année pendant 8 ans. Gérald lui avait dit un jour au téléphone, sur un ton qu'elle n'oublierait jamais, que Karen et Tyler ne voulaient plus entendre parler d'elle et qu'elle devait respecter les souhaits de la famille.
Puis il avait bloqué son numéro. Elle m'a dit qu'elle avait contacté un avocat une fois pour des droits de visite, mais comme elle n'était pas tuteur légal, et que Gérald ne refusait pas techniquement l'accès mais interceptait simplement les échanges, elle ne pouvait pas faire grand-chose sans preuve. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, a-t-elle dit. Pas un seul jour. Patricia vivait à Philadelphie. Elle était infirmière diplômée dans un hôpital du centre-ville. Infirmière. La même carrière que ma mère avait souhaité et que Gérald avait brisée avant même qu'elle ne commence. La coïncidence me pesait sur le cœur comme une pierre. Ta maman parlait de toi constamment. Elle voulait que tu aies tout ce qu'elle n'a pas pu avoir. Elle disait toujours, Karen sera celle qui s'en sortira. Je pleurais à nouveau, librement cette fois. Sans retenue, sans me cacher, sans surveiller la porte. Viens me voir avant la rentrée, a dit Patricia. Philly n'est qu'à 3 heures de Penn State. Tu auras de la famille proche. De la famille. Le mot sonnait différemment maintenant. Pas comme une chaîne, mais comme un filet de sécurité. La veille de mon départ pour l'orientation à Penn State, Éléonore m'a fait asseoir sur le bord de son lit. Elle tenait une petite boîte en bois de cèdre, pas plus grande qu'une boîte à chaussures, avec un fermoir en laiton devenu vert avec le temps. J'attendais le bon moment, a-t-elle dit. Je pense que c'est maintenant. Elle a ouvert la boîte et m'a tendu une enveloppe. Elle était couleur crème, les bords assouplis par des années de manipulation. L'écriture de ma mère sur le devant, des lettres rondes, appliquées, le genre de calligraphie des personnes formées par des religieuses, pour Karen, quand elle sera prête à s'envoler. Elle l'a écrite pendant son traitement, a dit Éléonore. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait peut-être pas. Elle s'est arrêtée, a serré les lèvres. Elle me l'a donnée et a dit, donne-lui quand elle en aura le plus besoin. Je la porte avec moi depuis 9 ans. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains fébriles. La lettre faisait 2 pages, écrite sur du papier de cahier à spirale. L'encre était légèrement tachée par endroits. Des traces de larmes, ai-je réalisé plus tard. Les siennes, et désormais les miennes. Elle n'écrivait pas sur Gérald. Elle n'écrivait pas sur le cancer. Elle n'écrivait pas sur les regrets, du moins pas comme je m'y attendais. Elle écrivait sur moi. Elle écrivait sur ce matin où je lui avais apporté son petit déjeuner au lit quand j'avais 7 ans, un toast brûlé et un jus d'orange avec de la pulpe, que j'avais essayé de filtrer à travers un essuie-tout. Elle écrivait sur la fois où j'avais mémorisé toutes les constellations sur un set de table d'un restaurant et où je les lui avais récitées dans le jardin. Elle écrivait sur ma façon de rire, qu'elle comparait au son de clochettes qu'on secoue. Et vers la fin, avec une écriture devenue hésitante, elle avait écrit cette phrase que je porte partout avec moi, ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux, surtout pas les personnes qui sont censées t'aimer. J'ai lu la lettre 3 fois. La première à travers mes larmes. La deuxième avec une émotion plus profonde. La troisième parce que je voulais entendre sa voix. Et c'était ce que j'aurais de plus proche d'elle. Éléonore pleurait aussi, silencieusement, comme les femmes de ma famille ont toujours pleuré, comme si le son était une chose qu'on nous avait appris à rationner. Elle m'a demandé d'attendre que tu sois prête à t'envoler, a dit Éléonore. Je pense que tu le es. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai respiré. Pour la première fois, la douleur de l'absence de ma mère ne ressemblait pas à une plaie ouverte. Cela ressemblait à une boussole. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Parce que les chiffres comptent. Les chiffres ne mentent pas, et ils ne changent pas de version quand quelqu'un commence à pleurer. Gérald a quitté la maison de Maple Street 8 jours avant la date limite fixée par le tribunal. Il a emménagé dans un 2 pièces au-dessus d'un pressing de l'autre côté de la ville. $750 par mois, le moins cher qu'il ait pu trouver. Il avait vécu sans payer de loyer pendant 20 ans dans une maison évaluée à environ $185 000. Le calcul de ce que cet entêtement lui a coûté de perdre, c'est le genre de calcul qui empêche un homme de dormir à 3 heures du matin. Il avait toujours son travail de plombier. Il avait toujours son pick-up. Mais ce qu'il avait perdu, le royaume, le trône, l'illusion d'autorité bâtie sur un morceau de papier qui n'était pas le sien, cela ne pouvait pas être remplacé par des heures supplémentaires. Éléonore a gardé la maison. Elle n'y est pas retournée. À la place, elle l'a louée à une jeune famille, un couple avec 2 enfants et un chien, pour $1 200 par mois. Ce revenu est allé directement sur un second compte réservé à mon éducation, pour financer ma 2e année et les suivantes.
Tyler est resté chez l'oncle Russell pendant l'année scolaire. Ce n'était pas idéal, mais Russell était stable, et il avait enfin cessé d'avoir peur de son frère. Tyler a commencé à avoir un conseiller à l'école. Pas parce qu'on l'y forçait, mais parce qu'il l'avait demandé. La machine à rumeurs de la ville, qui avait tourné en faveur de Gerald au début, s'est lentement inversée. Les gens ont découvert la vérité par morceaux, l'acte de propriété, l'expulsion, le courrier intercepté, la mise en scène sur Facebook. Personne ne s'est excusé auprès d'Eleanor. Les petites villes ne font pas ça. Mais les invitations à la version des faits de Gerald ont discrètement cessé, et Doris, la voisine, a été vue apportant un plat cuisiné à Eleanor un jeudi après-midi, sans explication. Il n'a pas perdu sa fille parce que je suis parti. Il a perdu sa fille le soir où il a déchiré cette lettre. 2 mois après le début de mon premier semestre, mon téléphone a sonné à 20h15 un mercredi soir. J'étais dans ma chambre de cité universitaire. Des manuels étalés sur mon lit, un sachet de bretzel entamé sur la table de nuit. C'était le numéro de Gerald. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, pas du pardon, pas de l'obligation, quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de mots m'a poussé à décrocher. J'ai vu ton nom sur la liste du doyen, a-t-il dit. Sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Plus petite, comme si elle venait d'une pièce devenue trop grande pour une seule personne. J'ai regardé sur Internet. Ta mère. Elle aurait aimé ça. J'ai fermé les yeux. C'était la première fois qu'il mentionnait ma mère sans s'en servir comme d'une arme, et je ne savais pas quoi faire de cela. Cette minuscule reconnaissance, tardive et insuffisante, venant de l'homme qui avait passé une décennie à m'enseigner que mes rêves étaient une perte de son temps. Merci de dire ça, papa, ai-je répondu. Mais je ne suis pas encore prête à parler. Quand je le serai, je t'appellerai. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le silence de ma chambre et j'ai écouté ma propre respiration. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas soulagé. Je ne ressentais pas cette satisfaction que les gens attendent de vous, quand la personne qui vous a blessé montre enfin une faille dans son armure. Je me sentais juste au clair. Le pardon n'est pas quelque chose que je lui dois. Peut-être qu'il viendra un jour. Peut-être pas. Mais mes études, mon avenir, cela n'a jamais été à lui de me les prendre. Penn State en octobre possède cette beauté qui se mérite. Les érables sur le campus virent à l'orange et au rouge, et l'air sent la fumée de bois et le possible. Partout où l'on regarde, il y a des gens qui transportent des livres et du café, avec cette certitude tranquille qu'ils sont à leur place. J'étais à ma place. Ma chambre était une boîte en parpaing au 3e étage d'East Hall, partagée avec une fille nommée Rachel, qui parlait dans son sommeil et gardait une collection de plantes grasses sur le rebord de la fenêtre, qu'elle avait nommée d'après des juges de la Cour suprême. Elle était étrange et gentille, et c'était la première amie que je me faisais uniquement pour ce que j'étais, pas pour mes liens familiaux ou ce que je pouvais faire pour eux. Je me suis inscrite en pré-soins infirmiers. Pas parce que ma tante Patricia était infirmière, pas parce que ma mère avait voulu l'être, mais parce que, quelque part entre les toasts brûlés, le manuel de biologie et ses 9 années à m'occuper de tout le monde sauf de moi, j'avais réalisé que j'étais doué pour prendre soin des gens. Et je voulais le faire selon mes propres termes, pour des gens qui en avaient vraiment besoin, dans un endroit où cela comptait vraiment. Eleanor appelait chaque dimanche soir à 19h. Nous parlions de sa semaine, de mes cours, des locataires de la maison de Maple Street, de la météo, de choses normales. Elle ne mentionnait jamais Gerald, sauf si je le faisais. Tyler m'appelait en vidéo chaque mercredi. Il grandissait. Sa voix changeait. Il avait rejoint l'équipe d'athlétisme de son école, la première activité extrascolaire qu'un enfant le lent était autorisé à pratiquer depuis 10 ans. Tante Patricia m'a invité à Philadelphie pour Thanksgiving. J'y suis allé. Elle a cuisiné la recette de farce de ma mère. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste repris 2 fois de la farce et j'ai demandé la recette, et Patricia a souri comme si je lui avais donné quelque chose qu'elle attendait depuis des années. Sur mon bureau, dans ma chambre, entre un ordinateur d'occasion et une pile de fiches d'anatomie, je gardais 2 choses, la photo de ma mère à la foire et sa lettre, pressée à plat dans une pochette en plastique pour que l'encre ne s'efface pas. Ici, personne ne me disait, tu ne peux pas. Et cela me semblait toujours nouveau. Je ne vais pas vous dire quoi faire de votre vie. J'ai 20 ans. Je cherche encore mon propre chemin. Mais je peux vous dire ce que j'ai appris.
J'ai appris que le silence n'est pas de la loyauté. Ma grand-mère s'est tue pendant 20 ans parce qu'elle aimait son fils et qu'elle espérait qu'il devienne l'homme qu'elle avait élevé. Ce silence a coûté son rêve à ma mère. Il a failli me coûter le mien. Éléonore serait la première à vous le dire, attendre n'est pas de la patience quand quelqu'un est en train de se noyer. J'ai appris que le pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. Mon père criait. Il claquait les portes. Il contrôlait chaque pièce où il entrait en rendant tout le monde terrifié à l'idée de mal respirer. Ma grand-mère s'est assise tranquillement au bout d'une table et a changé ma vie entière avec un acte de propriété, un coup de téléphone et quelques mots, fait ses valises et choisi. Elle ne m'a pas sauvé par magie. Elle m'a sauvé avec de la paperasse et de la patience. Et j'ai appris que partir n'est pas la même chose qu'abandonner. Je n'ai pas abandonné ma famille quand je suis sorti de cette maison avec un sac Jean Sport et une photo dans ma poche. J'ai quitté un système qui était conçu pour me maintenir petite. Et dès l'instant où j'ai franchi le seuil, j'ai commencé à grandir. Si vous vivez dans une maison où vos rêves sont déchirés à la table du dîner, j'espère que vous trouverez votre Éléonore. Ou peut-être serez-vous l'Éléonore de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, n'attendez pas aussi longtemps qu'elle. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cela compte plus que vous ne le pensez. Si cela vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. J'aimerais entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Chaque histoire compte, surtout celles qui ont failli ne jamais être racontées. Et si vous voulez en entendre une autre, consultez le lien dans la description. Une autre histoire vous y attend.